Donc ce soir, on va parler un petit peu du sujet de la post-vérité, donc comme vous savez, qui pose la question évidemment de la vérité, mais ça on va en parler aussi un petit peu. Mais ce mot-là qui arrive, post-vérité, c'est peut-être un mot que vous avez entendu, qu'on entend un petit peu passer de temps en temps. Donc je vais préciser évidemment de quoi il en recourt, mais je voulais déjà savoir, alors, bon, tous ceux qui étaient à la conférence il y a 2 semaines, on en a déjà parlé, donc vous savez déjà. Mais peut-être les autres, est-ce que vous avez une intuition, est-ce que vous pensez savoir un petit peu qu'est-ce que ça peut vouloir dire post-vérité? Est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui connaissent le mot et qui pensent peut-être savoir ce que ça veut dire? Alors, post-vérité, c'est un concept, ou c'est une expression récente. C'est une expression qui est apparue il y a moins de 10 ans, un peu plus de 10 ans, mais qui s'est démocratisé récemment en tout cas. Le concept derrière post-vérité, c'est un concept qui est plus ancien, mais le mot post-vérité est récent. C'est une expression qui a été inventée par un journaliste américain, un éditorialiste, à la suite de la guerre en Irak. Puisque, comme vous le savez peut-être, la guerre en Irak, donc le gouvernement américain a annoncé des choses, comme quoi il y avait des armes de destruction massive pour justifier la guerre. Et puis, quelques années plus tard, on s'est rendu compte qu'ils avaient menti délibérément. Et donc, ça a beaucoup choqué les gens, évidemment. Parce que lancer une guerre comme ça sur des mensonges, c'est quand même assez choquant. Surtout de la part d'un État qui est censé être démocratique, avancer, évoluer. Et donc, suite à ça, ce journaliste a écrit un livre qui s'appelle Post-vérité, qui parle de ça. Et puis, l'expression post-vérité est réapparue récemment, notamment pendant la campagne de Donald Trump. Puisque voilà, Donald Trump, il a quand même cette particularité de raconter tout ce qui lui passait par la tête à tout moment. Et que c'était pas trop corrélé avec la réalité. Genre, voilà, c'était un monde à part, quoi. Donald Trump, c'est quand même un personnage incroyable, quoi. Genre, vraiment, il a été élu, quoi. Non, c'est quand même assez fou. Et ça illustre bien l'époque dans laquelle on vit, qu'on va détailler un petit peu avec pas mal de points différents. Mais pour illustrer un petit peu tout ça, je voulais commencer par une citation d'un livre que certains d'entre vous connaissent peut-être, La Société du spectacle de Guy Debord, qui est un livre qui parle de l'époque actuelle, mais qui en fait a été écrit dans les années 60. Ça parle de l'époque actuelle des années 60, et comment les gens se sont mis à non plus être dans la réalité, mais dans les représentations, et notamment le spectacle. C'était le début de la télévision, notamment. Et donc, il y a cette citation qui est écrite à la fin du livre et qui illustre assez bien, je trouve, notre époque et donc le concept de post-vérité. Et sans doute, notre temps préfère l'image à la chose, la copie à l'original, la représentation à la réalité, l'apparence à l'être. Ce qui est sacré pour lui, ce n'est que l'illusion, mais ce qui est profane, c'est la vérité. Mieux, le sacré grandit à ses yeux à mesure que décroît la vérité, et que l'illusion croît, si bien que le comble de l'illusion est aussi pour lui le comble du sacré. L'image qui remplace en fait la réalité. Je préfère parler de réalité que de vérité en l'occurrence, parce que la vérité c'est un peu subjectif, donc c'est un contexte, un concept qui est difficile à utiliser, il faut l'utiliser avec précaution, on peut l'utiliser bien sûr. Donc là, j'ai mis Donald Trump pour illustrer, également le concept de fake news qui circule énormément. Qu'est-ce qu'il y a dans toute la post-vérité? Il y a vraiment l'époque actuelle et comment l'époque actuelle brouille complètement nos représentations du réel et fait qu'on perd complètement nos repères. Le premier point qui est important, c'est la perte d'autorité des médias. Notamment avec Internet et le fait que les médias ont quand même été pris en flagrant délit de mensonges et de sensationnalisme en fait, puisque les médias cherchent à l'audience, ils sont en compétition les uns avec les autres et donc on va chercher le contenu le plus sensationnel plutôt que le contenu le plus vrai. Et donc ça débouche sur une certaine méfiance vis-à-vis des médias. On ne leur fait plus trop confiance et c'est quand même, ça pose question. Avec donc ce primat de l'émotion vraiment avant tout, qui va être supérieur à la vérité. Donc ça, c'est typiquement Donald Trump qui va dans ses discours faire des discours vraiment très sensationnels, très émotionnels et généralement faux. Mais comment ça peut s'expliquer ça?
Eh bien, ici, je vous ai mis un petit graphique. Ici, c'est un arbre de diffusion. Et ça, c'est en fait des résultats de recherche. Ce sont des chercheurs en diffusion de l'information. Puisque avec Internet, on peut aujourd'hui traquer comment les informations se propagent avec les réseaux sociaux. Notamment donc avec Twitter, c'est un champ c'est un terrain de jeu magnifique pour ces personnes-là qui peuvent traquer comment les informations se propagent et à quelle vitesse et à qui. Et donc, on peut étudier qu'est-ce qui fait qu'une information se propage plus ou moins vite, plus ou moins fort. Et ce que ces chercheurs ont observé, c'est que les informations fausses se diffusent plus vite et plus loin que les informations vraies. Ce qui est quand même un peu embêtant. Ils ont même proposé des algorithmes qui permettent de détecter si une information est fausse juste à la façon dont elle se diffuse. Et qu'on pourrait traquer les informations juste par rapport à comment elle se diffuse. Non, celle-là, non, j'y crois pas, hop, on supprime. Mais en réalité, quand on va au-delà de la vérité et la fausseté des informations, et qu'on va un petit peu plus loin, qu'est-ce qui fait qu'une information, on a envie de la partager, qu'elle va nous toucher? Eh bien, donc évidemment, il y a le côté émotionnel, mais il y a un concept que j'ai un petit peu, je me suis un peu réapproprié, moi ce que j'appelle la magie. La magie. En fait, la magie d'une information, c'est le fait qu'on ait envie d'y croire. On voit quelque chose et on ne se demande pas la question si c'est vrai ou si c'est faux, on se demande est-ce que j'ai envie que cette information soit vraie? Et c'est ça, moi, ce que j'appelle la magie. Et évidemment, il y a un rapport aux émotions et il y a un rapport à l'imaginaire. Ça nous ramène à quelque chose, c'est surprenant. En général, c'est généralement surprenant et ça nous fait rêver un petit peu. On se dit, ah tiens. Et par exemple, l'information, pour revenir sur cet arbre de diffusion, la photo qui a été le plus diffusée sur Internet, le plus loin, le plus fort, c'est une photo de Barack Obama qui enlace Michelle Obama au moment où il est élu. Et cette photo, c'est un espèce de moment de vie capturé. Alors, on ne sait pas trop si c'est mis en scène, mais on n'a pas envie que ce soit mis en scène. On a envie de croire que c'est vrai. On a envie de croire que c'est un vrai moment qui a été capturé, quoi. Il y a vraiment une magie, une émotion dans cette photo qui fait qu'on a envie qu'elle soit vraie, quoi. Il y a un autre exemple pour illustrer ce que j'appelle la magie. C'est pour dire comment le fait que la magie est décorrélée de la vérité. C'est pas forcément... Il y a des choses qui sont vraies, qui sont magiques, et des choses qui sont fausses, qui sont magiques. Mais en général, le faux est plus souvent magique parce qu'il est plus souvent surprenant. Et par exemple, en 69, l'homme a emmené une fusée sur la Lune. Ça, c'est quand même incroyable, quoi. Et c'est marrant, parce qu'on dit c'est incroyable, c'est qu'on n'a pas envie d'y croire, c'est qu'on n'y croit pas, quoi. Pourtant, c'est vrai. Et personne, à ce moment-là, avait envie de douter de la vérité de ce truc. Tout le monde a envie d'y croire. C'est incroyable, on a emmené les fusées sur la Lune, quoi. C'était magique. Et les gens y croyaient à fond, quoi. Et en 2023, il est plus magique de croire qu'on n'a jamais envoyé d'hommes sur la Lune et qu'en fait, depuis le début, c'était une conspiration. C'est plus magique que de croire que, oui, on y a été, ouais, en fait, on y a été, c'est banal, puisque c'est rentré dans les habitudes, quoi. Donc, tout ça pour dire, avec tout ça, que la magie nous gouverne au niveau des informations et que cette magie est plutôt corrélée avec la fausseté des informations. À tout cela, donc, s'ajoute la défiance vis-à-vis de la parole des scientifiques, un petit peu comme les médias, perte d'autorité, puisque il y a l'information qui circule sur Internet, et puis les scientifiques, la parole scientifique paraît un peu austère, on n'a pas forcément envie d'y croire aussi, parce que ça paraît, c'est pas très marrant, donc du coup, voilà. Et à tout ça se surajoute encore une couche supplémentaire qui est récente, c'est l'intelligence artificielle qui crée des contenus qui sont faux, mais qui sont hyper crédibles. Comme on peut voir l'image à droite de Macron, qui est une image générée par une IA. Et on sait qu'elle est fausse parce qu'elle est très surprenante, mais elle est bien faite quand même. Et limite, on a un peu envie d'y croire, quoi. On se dit, c'est un peu magique, quoi. On se dit, ah bah tiens, Macron et Génération, ça serait cool quand même. Et donc, ça brouille encore plus les cartes et on est complètement perdu. D'autant plus qu'on a l'infobésité, ce qui fait qu'on est submergé d'informations. On a de l'information tout le temps, et on n'a pas le cerveau pour trier. On n'a pas les... Du coup, on est débordé. Il nous faut des outils pour s'en sortir, quoi. Et comme les outils sont tout brouillés par tous ces mécanismes-là, et en plus par le sensationnalisme des médias, ce qui fait que des fois, on est complètement perdu, quoi. D'autant plus qu'il y a des algorithmes qui
ont tendance à nous enfermer dans ce qu'on appelle les effets bulles, qui fait qu'on va tout le temps voir les mêmes informations qui vont se recouper. Par exemple, quelqu'un qui va se mettre à douter de quelque chose, par exemple, imaginons un exemple, quelqu'un qui se met à douter des vaccins, qui va tomber sur des contenus qui vont dire que, attention, les vaccins, ça donne l'autisme, et des vidéos un petit peu complotistes sur ce sujet-là, par exemple, hein, et que du coup, elle va tomber dans une bulle, et que du coup, elle va avoir que des contenus comme ça, qui vont dans son sens, et que du coup, tout ce qu'elle va voir va aller dans le même sens, et du coup, on va pouvoir potentiellement croire, puisque c'est normal. On est dans où tout dit la même chose, donc forcément, on va y croire. Et ce qui renforce encore plus aussi l'enfermement des gens, que du coup, les gens sont dans des bulles différentes, et ils ne se comprennent plus. Face à ça, comment on réagit ? Eh bien, on cherche des micro-certitudes, donc des petites choses à quoi se raccrocher, qui nous rassurent, donc des petites choses du quotidien. Voilà, on va essayer de se rassurer comme on peut, et on va essayer aussi de chercher un groupe d'appartenance où on va tous être d'accord ensemble. Et donc, ça va créer plein de petits groupes comme ça, de gens qui croient à des choses différentes et qui vont se faire la guerre les uns avec les autres. Et dans sa version la plus extrême, certaines personnes vont pouvoir se retrouver isolées et enfermées dans une bulle petit à petit dans ce processus et vont pouvoir tomber dans les théories du complot. Alors, les théories de complot, attention, théories de complot, il y a théories du complot et théories du complot. Hein. Il y a les complots, ça existe. Hein. Il y a plein de complots qui ont été complètement avérés. Hein. Par exemple, on pourrait dire assez clairement que les industries du pétrole influencent les médias et les politiques pour retarder l'arrêt du pétrole, quoi. Les industriels du tabac ont fait des fausses recherches scientifiques pour démontrer que le tabac, ça ne donnait pas le cancer. Ça, c'est des vrais complots qui sont avérés. Et puis, il y a des complots qui sont un peu plus fantaisistes, qui pensent que le coronavirus n'a jamais existé, que c'était en fait un complot des dirigeants qui veulent nous contrôler en nous injectant des puces 5G dans les vaccins. Quand même, c'est gratiné. Des complots qui pensent que nous sommes gouvernés par des gens à moitié humains, à moitié lézards extraterrestres. Des gens qui pensent qu'il y a une secte Illuminati qui contrôle le monde. Des gens qui pensent que, en fait, les aliens sont déjà là et qu'ils œuvrent dans l'ombre et que c'est eux qui ont construit les pyramides. Ou encore des gens qui pensent que depuis le début, la Terre était plate, bien sûr. Donc en fait, c'est pas vrai, la Terre n'est pas ronde, c'est un complot, on nous fait croire. Je sais pas pourquoi les gens veulent croire que la Terre n'est pas ronde, c'est vraiment incroyable, quoi. Voilà, c'était l'état des lieux, la post-vérité. Alors, face à ce constat, comment faire ? Parce qu'on a l'air d'être... on est foutu là, on n'a pas de repères, on ne peut rien faire, quoi. Donc pour ça, différentes choses. Déjà, commencer par se questionner sur la vérité. Voilà, ça c'est le premier point. Qu'est-ce que ça veut dire la vérité ? Je pense que c'est un point important. On va pas refaire la conférence d'il y a 2 semaines, mais on va juste donner 1 ou 2 pistes quand même. Comprendre son lien avec la morale. Parce qu'en fait, la post-vérité est liée à la perte de moralité. Et il y a un lien en fait à faire entre vérité et morale, et ça, dont on va en parler, parce que ça va être quelque chose qu'on va développer. Puis, dans une 3e partie, on va parler un petit peu de méthode scientifique, puisque pour sortir de la post-vérité et du doute, il faut quand même une méthode qui puisse permettre de choisir les informations auxquelles on croit. Et donc ça, c'est la méthode scientifique, on va en parler un petit peu, on va faire un petit peu d'histoire des sciences, vous allez voir, ça va être cool. Et puis, enfin, comment œuvrer au quotidien, puisque la méthode scientifique, c'est très bien, mais comment on fait pour l'appliquer au jour le jour, chacun, dans la vie de tous les jours, on va en parler un peu. Et puis, pareil pour la moralité, comment être plus moral. Voilà, le plan de la présentation. Alors, pour commencer, sortir de la post-vérité, définir le mot « vérité ». Le mot « vérité », le concept de vérité peut être défini de plusieurs façons, mais il y a une façon assez efficace d'utiliser le concept. C'est celui de la correspondance, dire tout simplement quand une idée est vraie, c'est qu'elle correspond à la réalité. La réalité, c'est un concept qui est lui aussi compliqué à définir et qu'on pourrait aussi passer 1 heure de conférence facile pour dire qu'est-ce que la réalité. Mais la réalité, vous mettez dans réalité tout ce que vous voulez.
Et dites-vous simplement que si une idée est vraie, c'est qu'elle correspond à la réalité, ou encore qu'elle est un portrait déformant de la réalité, une simplification de la réalité, ou encore un modèle de la réalité. C'est plusieurs façons de voir les choses. Donc par exemple, dans la peinture avec le peintre et son modèle, le modèle c'est la réalité, et le peintre fait un portrait déformant, simplificateur de la réalité sur son tableau. Et donc, son portrait et son tableau est vrai, puisqu'en fait, il correspond. Il correspond au modèle. Voilà, c'est une simplification. Donc, de la même façon, une idée est vraie quand elle est une simplification du réel, quoi. Voilà, ça marche à peu près comme fonctionnement. Après, on peut mettre du relativisme dedans, mais là, ça complique les choses. Et c'est pas le sujet de la conférence. Maintenant, comment faire un lien entre vérité et morale? Pour ça, il y a plusieurs choses que je voulais vous proposer, plusieurs approches, plusieurs liens possibles. Pour commencer, je vais vous parler d'un philosophe qui s'appelle Jean-Claude Michéa. Je vais vous raconter un petit peu déjà qui c'est ce monsieur. Jean-Claude Michéa, c'est un philosophe français contemporain. Il est né en 1950, donc il a 70 ans et quelques. Et il n'est pas très connu du grand public, mais pourtant il est très intéressant. Jean-Claude Michéa, c'est un communiste. Il a grandi quand il était petit. Ses parents étaient cadres du Parti communiste français, donc pendant la guerre froide. Ils étaient en relation avec Moscou. Et lui, il a vécu dans une communauté de communistes, avec plein de familles qui vivaient ensemble, avec plein de petits-enfants communistes. Donc ça lui a forgé un petit peu une vision du monde et une vision de la communauté et de vivre les pensées, faire attention les uns aux autres. Et donc pas du tout, pas l'individualisme, capitalisme qu'on a actuellement, très éloigné de ça. Et donc quand il a grandi, après ses études de philosophie, il a commencé à écrire, notamment sur la politique, donc c'est un philosophe politique, et donc sur le capitalisme, le communisme, le libéralisme. Ce qui est intéressant, c'est que dans sa vie, c'est que quand il a commencé à publier ses premiers livres qui ont eu un certain succès, les portes de l'université lui ont été ouvertes, on lui a proposé des postes, de maître de conférences et tout, et il a toujours refusé. Et en fait, il a préféré garder son premier travail qui est prof de philo au lycée. En fait, il a fait toute sa carrière prof de philo au lycée. Et quand on lui demande en interview pourquoi il a refusé les honneurs, et ça va avoir un petit peu un rapport avec le sujet de la conférence, pourquoi il a refusé les honneurs et de présenter dans des conférences universitaires pour rester prof en lycée, eh bien, il a dit que enseigner la philosophie à l'université, ça revient à enseigner la philosophie à des philosophes. Et il a dit que faire de la philosophie pour des philosophes, c'est comme si un boulanger faisait du pain que pour les boulangers. Donc ça ne l'intéressait pas. Il préférait faire du pain pour les gens. Et donc il préférait enseigner la philosophie au lycée, à des jeunes, là où il aurait vraiment un impact. Et c'est là où on revient avec la morale. Du coup, il a préféré refuser les honneurs pour avoir une action morale qui ait une action réelle sur les gens au quotidien. Et donc, dans ses livres, il a beaucoup parlé du libéralisme. Et le libéralisme, il parle de la droite, de la gauche notamment, et donc de l'idéologie libérale. L'idéologie libérale, lui, il a défini comme quelque chose qui est né à l'époque des Lumières. À l'époque des Lumières, donc on sort d'une idéologie religieuse. À ce moment-là, les gens, c'est une société chrétienne. Et donc, les penseurs des Lumières commencent à un petit peu infuser, et c'est des personnes, un cercle qui est plutôt de la bourgeoisie. C'est une idéologie plutôt bourgeoise qui se base sur le principe de départ, c'est que l'homme est naturellement individualiste et que l'homme est un loup pour l'homme, et que l'homme est en société en tout cas mauvais. S'il n'est pas cadré, les gens vont se faire des coups dans le dos les uns les autres, et qu'il faut domestiquer la société. Bon après, le contexte l'explique aussi, hein. À l'époque, on sort de guerres de religion terribles pendant des siècles. Il y a eu des trucs, c'était vraiment catastrophique. Donc du coup, ils avaient une très mauvaise vision de l'humanité à ce moment-là. Et ils se sont dit, ouais, donc l'homme, naturellement, il est mauvais. Il faut faire une société qui va faire en sorte que les rapports humains vont s'organiser malgré tout. Et donc, c'est l'idée derrière laquelle il faut maximiser les libertés individuelles. Puisque l'homme privé de liberté, il devient égoïste. Enfin, l'homme est naturellement égoïste, donc il faut lui donner le plus de liberté qu'il faut. Il y a cette phrase qu'on entend très souvent.
la liberté s'arrête là où commence celle des autres. Ça, on l'intègre comme quelque chose de normal, mais en fait, c'est un pur produit de la pensée libérale. Ça demande qu'il faut maximiser la liberté de tout le monde jusqu'à la limite de la liberté de tout le monde. Et c'est pas forcément du tout une façon de fonctionner qui va de soi quand on y pense. Et donc, la société dans laquelle on est aujourd'hui, oui. Pourquoi ça va pas de soi? Dire qu'il faut maximiser la liberté individuelle ne va pas forcément de soi, dans le sens où on peut choisir de maximiser d'autres choses. Et que quand on est dans une société, par exemple, communiste, où du coup, on va essayer de maximiser le bien-être de tout le monde, et bien là, on n'est plus à chercher à maximiser la liberté. On cherche à maximiser le bien-être. Et pour maximiser le bien-être des gens, on va des fois leur enlever de la liberté. Et le critère liberté doit être maximisé, ce n'est pas forcément quelque chose qui est évident. Et donc, en tout cas, y a un lien entre cette maximisation des libertés individuelles et la post-vérité, dans le sens où, on l'a vu avec toutes ces bulles-là de croyances, les individus sont libres de croire ce qu'ils veulent. La société libérale ne cherche pas à convaincre les gens, elle cherche à laisser les gens libres de leurs croyances. Et donc, ça pousse quand même les gens, ça favorise plutôt la post-vérité. Et d'un autre côté, Michia a montré qu'une société libérale, elle était amorale, puisque elle ne cherche pas à dire qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, puisqu'on cherche à maximiser juste la liberté. Et donc, il n'y a pas de « ça c'est bien, ça c'est mal », il y a juste la liberté. Et donc, qu'est-ce qui a remplacé la morale dans les sociétés actuelles? C'est la justice, la loi. En fait, on sait juste ce qui est légal et ce qui est illégal. Et on ne s'occupe pas de dire ce qui est moral et ce qui est amoral. Ça prend sa forme la plus extrême dans la société la plus libérale possible, qui est les États-Unis. Où aux États-Unis, quand on a un problème avec quelqu'un, on ne cherche pas à discuter, à le convaincre, on lui fait un procès. C'est comme ça qu'on fait respecter la société américaine. Moi, j'y ai vécu 5 ans aux États-Unis. C'est une société complètement amorale. Elle n'est pas immorale, elle est amorale. C'est-à-dire que les gens sont libres de penser comme ils veulent, de mettre la morale où ils veulent, mais la société elle-même n'a pas de code moraux, n'a pas de code moral ou de code moraux. Par contre, il y a la règle, la loi, c'est comme ça. Il faut respecter la loi. Mais par contre, les gens ne disent pas « ouais, non, ça se fait, ça se fait pas ». Non, non, c'est juste « ça, c'est légal, ça, c'est illégal ». Et après, tu fais ce que tu veux. Tu es libre. Et donc, c'est une société complètement amorale. Et donc, il y a un lien entre morale et liberté à ce niveau-là. C'est la vision, en tout cas, de Michel que je trouve assez pertinente. Après, il y a d'autres liens entre la post-vérité et la moralité. Déjà, dans une société de post-vérité, quand on sait que des gens peuvent mentir et que le mensonge est très présent, eh bien, ça peut inciter les gens à être un peu moins sincères, à être un peu plus méfiants. Ouais. Ouais. Non, mais c'est très bien. On dirait pas que la loi découle de la morale? La loi la morale influence la loi. Oui. Oui. Donc, pas automatiquement. Pas automatiquement, mais dans des très grandes lignes, c'est vulgarisé et posé pour tout le monde des principes moraux, qui sont d'ailleurs très corrélés à des conceptions sociétales. Par exemple, ce qui est vrai dans une société occidentale ne l'est pas là où on n'épouse pas son frère, ailleurs ou son cousin, ailleurs c'est attendu comme tel. Ouais, non, mais je suis d'accord. C'est bien une question quand même de morale, c'est lié, mais c'est pas. Il y a une norme, par exemple, la fraude fiscale. La fraude fiscale, c'est très amoral et c'est très peu combattu par. Il y a des lois là-dessus, mais. C'est du principe de vol, etc. Et d'ailleurs, c'est souvent très religieux. C'est des préceptes issus d'ailleurs des préceptes religieux. En fait, le problème dans la société actuelle, c'est qu'il y a des effets de domination. Des intérêts, ouais. Et du coup, il y a des groupes qui sont dominants, qui ont des intérêts et qui ont des influences sur les politiques, qui ont des influences sur les lois. Et de cette façon-là, il y a des lois qui
passent et qui vont favoriser ces groupes, même quand ils vont pratiquer des choses immorales. Et il y a certaines choses qui sont immorales et qui sont légales. Par exemple, je ne sais pas, il y a plein d'exemples, mais... Ouais. Ouais. Ça découle par exemple du christianisme. C'est pas pour Oh, autant pas que, hein, ça dépend de là où non, tu mais trouves, hein, admettons, pour faire un exemple, quoi, c'est pas pour autant que la personne se juge moralement. Par exemple, elle peut simplement appliquer une loi, quand bien même cette loi découle d'une moralité chrétienne. Oui. Ça veut pas dire que la personne l'intègre en tant que morale. Oui, bien sûr. Je ne voyais pas, j'avais compris quelque chose comme de binaire, alors que je voyais moi quelque chose plutôt de descendant en fait. Ouais. Mais même si c'est descendant, je pense que ça mais oui, cette notion-là, oui, c'est-à-dire, est-ce que j'obéis à une loi parce que c'est la loi, sinon je ne le ferai pas? Oui. Ou est-ce que c'est quelque chose? C'est ça. Et surtout qu'on voit beaucoup aux États-Unis des gens qui sont tout le temps en train d'essayer d'agir de manière très très immorale et il n'y a que la loi pour les arrêter, quoi. Et ils se retrouvent avec des peines de prison terribles, mais en fait, voilà, et le jugement moral de la société n'est pas là pour les empêcher d'agir, quoi. La seule chose qui les empêche d'agir, c'est le risque d'aller en prison, quoi. Et on voit que ça marche pas très bien en plus. C'est pour ça que plus il y a de loi, moins il y a de morale. Vécu, sincère. Oui, c'est extérieur, c'est plus intérieur. C'est ça, c'est extérieur et plus intérieur. Tout à fait, il y a ce côté-là, effectivement. Ouais. C'est ça, c'est que du coup, on laisse notre morale, on délègue notre morale à une entité qui va dire ce qui est légal, ce qui n'est pas, quoi. Donc aussi, corruption de la sincérité, affaiblissement de la confiance, donc on a plus trop confiance aux gens, normalisation de la manipulation, donc tout ça c'est lié, hein, le fait que du coup on se fasse plus confiance. La manipulation semble quelque chose de plus en plus normal, hein, puisqu'on est dans cette espèce de société où le vrai, le faux n'a plus d'importance, on peut dire des mensonges et on peut avoir... Et en fait, indifférence à la vérité et dissociation de la réalité, c'était les théories du complot. Et en fait, surtout détérioration de l'intégrité, c'est surtout dans le sens où on va pouvoir agir de manière immorale. Et c'est pas grave parce que du coup, des gens le font, les gens peuvent mentir et les gens peuvent manipuler les autres et c'est pas trop puni. Enfin, c'est accepté vu que chacun vit dans sa petite bulle, chacun fait ses choses dans son coin. Ouais, c'est ça. Et puis, ça peut aller jusqu'à, effectivement, dans sa version la plus extrême, des visions complètement totalitaristes qui disent aux gens ce qu'ils doivent faire et tout. Voilà. Il y a aussi un troisième lien possible, c'est un petit peu d'histoire. C'est le fait de dire que, même si le concept de post-vérité, l'expression post-vérité est récente, le concept de post-vérité a déjà existé dans une certaine mesure à d'autres époques. On peut faire des parallèles, en d'autres termes, on peut faire des parallèles entre l'époque actuelle et d'autres époques, des époques de doute, des époques un peu d'effondrement, de remise en question. Et c'est intéressant de voir qu'il y a une de ces époques où c'était en Grèce, vers le IIIe siècle, après le règne d'Alexandre le Grand, puisque vous le savez peut-être, donc la Grèce, au niveau notamment moral, elle s'est beaucoup, enfin au niveau des représentations, elle s'est beaucoup construite avec donc les philosophes Socrate, Platon, Aristote, qui ont une influence énorme, qui ont beaucoup influencé la pensée grecque. Et vous le savez peut-être, mais Aristote, c'était le mentor d'Alexandre le Grand. Et donc, il l'a accompagné dans ses périples. Et quand Alexandre le Grand est mort, Aristote était mort aussi. Et à ce moment-là, Platon, Aristote, Socrate étaient morts et la Grèce avait été conquise par Alexandre le Grand, donc de Pope, hein, sous protectorat de la Macédoine. Et donc à ce moment-là, le peuple grec a vécu quelques siècles un peu dans le doute, où du coup, pas trop de vision de quoi faire, un sentiment d'appartenance assez faible. En tout cas, c'est comme ça que ça a été rapporté par les auteurs postérieurs, puisque ce qui a permis au peuple grec de sortir de cette situation un petit peu compliquée, c'est la création d'écoles de philosophie morale, notamment les stoïciens et les épicuriens.
Et donc, ce que je viens de vous dire, que les peuples grecs étaient un petit peu éteints, ça a été décrit a posteriori par les auteurs postérieurs qui sont notamment épicuriens et stoïciens. Et donc, je voulais vous lire un petit texte qui illustre cette époque-là chez les Grecs. Et vous allez voir qu'il y a des parallèles à faire avec l'époque actuelle. C'est un texte de Plutarque, qui est un philosophe romain. Les seuls instincts qui pouvaient encore agir sur le peuple grec, refouler l'égoïsme et éveiller le dévouement à des idées plus hautes, naissaient du sentiment de la communauté, de l'attachement à la cité, à la patrie, de la fidélité à la loi et à la tradition. Aussi, lorsque le peuple se vit interdire ce terrain, lorsqu'il n'eut plus de patrie, que sa vie municipale elle-même fut en souffrance, il dut perdre toutes les vertus qu'il avait héritées du passé, le bien-être matériel, le confort de la vie de petite ville, voilà tout ce que la foule rechercha à se procurer. Cette vision que du coup, quand on n'avait plus vraiment de vision de où on va, du coup, on va dans la petite vie quotidienne et le confort matériel et qu'on ne cherche pas à construire quelque chose ensemble. Et que ça a été un petit peu combattu par donc, le renouveau du peuple grec par des écoles de philosophie morale. Voilà, pour dire que la morale peut, non seulement dans des situations comme ça, œuvrer pour combattre des situations de doute. Voilà, pour le lien entre la vérité et la morale. Maintenant, si vous voulez, on va repartir un peu sur la vérité. Alors, je vous propose, on va parler un petit peu de méthode scientifique. Histoire de méthode scientifique. Donc, la méthode scientifique, elle est née en même temps que la philosophie, plus ou moins. Ouais, parce que les premiers philosophes, c'était des scientifiques, en fait. Et ils se questionnaient le monde. Le premier grand scientifique philosophe, c'est Pythagore. Mais le premier vrai scientifique qui a appliqué une forme de méthode scientifique, c'est Aristote. Aristote, c'était un vrai chercheur dans l'âme, il faisait des expériences, il observait la nature, il notait tout plein de choses, il faisait plein d'hypothèses surtout, qui étaient souvent complètement farfelues, parfois farfelues, des fois intéressantes. Et donc, il a théorisé donc déjà en logique, il a fait des découvertes très importantes. Et puis, en sciences plus générales, il a présenté le concept d'induction. L'induction, c'est un concept important en sciences. C'est le fait de... Donc, il y a la déduction et l'induction. La déduction, c'est quand on a une règle et qu'on va déduire les conséquences de la règle. L'induction, c'est quand on observe des choses et qu'on va induire la règle qui est la règle qui gouverne les différents phénomènes. Donc, on compile plein de phénomènes et on essaie de deviner c'est quoi la règle. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. On observe plein de trucs et tu dis « Ouais, je suis sûr qu'il y a ça doit être ça qui corrèle. » On fait des liens, on aime bien faire des liens entre quoi, et je suis sûr qu'il y a un truc. Donc ça, c'est l'induction. Le problème, c'est que l'induction, philosophiquement, c'est compliqué à justifier. Et il y a un empêcheur de tourner en rond du XVIe siècle qui s'appelle David Hume, qui a énormément écrit sur le sujet et qui a complètement démontré que l'induction philosophiquement, ça ne tenait pas la route. Il a noté 2 problèmes à l'induction. Le premier, c'est le problème du signe noir, le problème de la généralisation des propriétés. Si vous dites tous les signes sont blancs, ok, jusqu'à ce qu'on rencontre un signe noir, quoi. Et on ne peut pas chercher tous les signes pour pouvoir démontrer que tous les signes sont blancs, quoi. Donc il y a quand même vraiment un problème, quoi. C'est cette fameuse métaphore de Bertrand Russell qui dit « Il est impossible de démontrer qu'il n'existe pas une théière qui vole autour de Mars. » Parce que pour démontrer qu'il n'existe aucune théière qui vole autour de Mars, il faut scanner tous les mètres carrés autour de Mars pour montrer qu'il n'y a aucune théière, quoi. C'est impossible. Donc de cette façon-là, on ne peut pas généraliser des propriétés comme ça, parce qu'on peut toujours trouver Imaginez qu'un contre-exemple émerge de nulle part. Deuxième problème, le problème de l'uniformité de la nature, c'est David Hume qui dit « Tous les jours, on voit le soleil se lever. Est-ce qu'on peut dire pour autant que tous les jours, le soleil va se lever ? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'un jour, peut-être, le soleil, il ne va pas se lever ?» Et on ne peut pas. En fait, c'est le problème de l'induction, quoi. C'est qu'on ne peut pas énoncer une règle. Il y aura toujours des risques que la règle ne marche pas.
Et ça a vraiment beaucoup embêté les philosophes des sciences pendant des siècles. Et pendant ce temps-là, la science avançait. La science avançait et elle utilisait l'induction et ça marchait très bien. Copernic qui dit, oui, en fait, le Soleil ne tourne pas autour de la Terre, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Induction, eh ben, ça marche très bien, on fait des prédictions et on fait induction, ensuite on fait une règle, déduction, on déduit des trucs, on mesure, hop, ça marche. Super. Galilée, pareil. Newton, donc les lois de Newton, qui marchent super bien. Darwin, donc tout ça, c'est ce qu'on appelle la révolution scientifique. Et donc pendant tout ce temps, les philosophes des sciences, ils étaient très embêtés parce qu'ils n'arrivaient pas à justifier qu'est-ce que c'est que la science, et pourtant la science, elle arrivait quand même à trouver des trucs. Et c'est pour ça qu'il y a cette citation qui dit que l'induction est la gloire de la science et le scandale de la philosophie. Le problème de l'induction a été résolu, figurez-vous, au début du XXe siècle par un très grand philosophe des sciences qui s'appelle, tu sais, Jean-Michel ? Non, début du XXe siècle, le grand philosophe des sciences qui a résolu le problème de l'induction, Karl Popper. Karl Popper, donc, lui, il a pris le problème à l'envers. Il a dit qu'en fait, la méthode scientifique ne cherche pas à prouver qu'on a raison, mais elle cherche à prouver qu'on a tort. Et tant qu'on n'a pas réussi à prouver qu'on avait tort, eh ben on a le droit de continuer de dire qu'on a raison. Pas mal. Et donc, c'est ce qu'il a appelé le critère de réfutabilité. La réfutabilité, c'est le fait de chercher à réfuter ses hypothèses. Et c'est comme ça qu'il a défini la différence entre science et pseudo-science. C'est qu'une science fonctionne en cherchant à se contredire, à se réfuter. Par exemple, un très bon exemple. Au début du XXe siècle, il y a une nouvelle méthode physique qui est imaginée par des mecs un petit peu bizarres, avec des quantas d'énergie qu'on appelle la physique quantique, qui prédit des trucs, mais trop bizarres. Einstein et tout le monde a dit non, c'est pas possible que ce soit vrai, il faut qu'on leur montre qu'ils ont tort, quoi. Ils ont essayé de montrer que la physique quantique, c'était pas vrai pendant 60 ans, ils n'ont jamais réussi, quoi. Parce que les calculs marchaient toujours, quoi. Alors vraiment, c'est énervant. Et du coup, en cherchant à réfuter la physique quantique, qu'on a renforcé la physique quantique, parce qu'on n'arrivait pas à la réfuter. Et donc, cette différence entre science et pseudo-science, ça dissocie certaines... le concept de pseudo-science, vous allez voir qu'il peut être intéressant, mais il peut aussi être critiqué. Mais en fait, une science qui ne cherche pas sa réfutation, c'est pas une vraie science, c'est une pseudo-science. Ce sont des sciences qui vont toujours chercher à se confronter, à se confirmer. Par exemple, il y a pas mal de sciences, donc de pseudo-sciences, qui se renforcent en cherchant toujours des exemples. Oui, mais tu vois, ça marche parce que si, et moi je connais un mec, et ça marche chez lui, pour lui, tu vois, nanana. Et du coup, ça ne cherche jamais à se remettre en cause, ça cherche toujours à se confirmer. Et le concept de pseudo-science, il peut être potentiellement problématique sur les bords. Par exemple, Karl Popper dit que la psychanalyse, c'est une pseudo-science. Parce que la psychanalyse est impossible à réfuter. Ce qui est vrai et pas vrai, parce que moi j'ai fait mes recherches. Par exemple, est-ce qu'on peut dire que la psychanalyse aide à soigner la dépression ? Oui, parce que en fait, quand on compare la psychanalyse avec la psychologie classique, eh bien les taux de réussite sur le fond de la dépression sont équivalents. Mais il y a d'autres sciences, par exemple, la théorie des supercordes en physique quantique est impossible à infirmer, parce qu'en fait, on n'a pas les outils pour infirmer ces théories. Donc du coup, on va dire que c'est de la pseudo-science, mais en même temps, ça ressemble quand même vachement à de la vraie science aussi, quoi. Donc, voilà. Mais c'est quand même intéressant d'avoir cet outil en tête. D'autant plus que du coup, il y a ces deux messieurs qui sont tous les deux des disciples de Karl Popper, qui ont chacun apporté leur contribution à la définition de la méthode scientifique. Thomas Kuhn, il a écrit un livre, c'est un livre très important, qui explique en fait que la science fonctionne par des paradigmes qui évoluent non pas de manière croissante et continue, mais avec des à-coups. En fait, pendant très longtemps, les scientifiques vont croire à une théorie, une vision du monde, et puis il va y avoir une rupture, et on va complètement switcher, et on va se mettre à penser quelque chose de complètement différent.
un tel phénomène s'est produit avec donc la relativité de Newton, puis après il y a eu la relativité générale d'Einstein, et pouf, on s'est mis à complètement penser la gravité autrement. Et donc ça montre bien que la méthode scientifique, même avec cette réfutabilité, la réfutabilité suggérerait qu'on serait toujours dans une évolution continue et perpétuelle d'évolution, mais lui montre quand même les croyances des scientifiques qu'elles ont une importance très forte dans le paradigme scientifique, et que ces croyances-là, elles peuvent être amenées à évoluer. Donc voilà, c'est une petite nuance importante quand même par rapport à la méthode scientifique. Ne pas oublier que c'est pas quelque chose de purement factuel et oui c'est comme ça, oui c'est vrai. Il y a beaucoup de croyances qui régissent les connaissances scientifiques. Et puis Paul Feyerabend, alors lui c'est carrément un anarchiste des sciences. Vous avez vu sa tronche? Il se définit lui-même comme un anarchiste épistémologique. C'est un punk quoi. Et lui en fait il a écrit un livre qui s'appelle Contre la méthode. Contre la méthode scientifique. En fait, lui dit que non, la méthode scientifique, ouais, c'est très bien, mais en fait, il y a plein d'autres façons de faire. Et c'était un disciple de Karl Popper. Et en fait, il dit, oui, qu'est-ce qu'il vous dit que genre les croyances religieuses, qu'est-ce qu'il vous dit que les croyances chamaniques, c'est inférieur à la méthode scientifique? Démontrez-le-moi, s'il vous plaît. Et donc voilà, il essaie de tout remettre en question en mode oui, donc la méthode scientifique c'est très bien, mais ne pas oublier que c'est une méthode et qu'il y a d'autres façons de générer des croyances qui ne sont pas forcément supérieures. Bon alors moi je dirais quand même à Paul Feyerabend que avec la sorcellerie, on n'a quand même pas trop réussi à améliorer l'espérance de vie des gens pendant 2000 ans, et puis avec la méthode scientifique, on a quand même vachement mieux réussi en 100 ans. Mais voilà, ça a le mérite d'amener les questionnements et voilà, de remettre en cause la science, même si la science c'est bien, on peut la remettre en cause. Et c'est pas complètement... Quoi? Si elle peut les sorcières, l'herboristerie et tout ça, on ne sait pas si les gens ne seraient pas morts plus tôt. C'est vrai. Il n'y avait pas d'études sur l'espérance de vie. C'est vrai. Non, t'as raison. Donc voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne la méthode scientifique concrètement? Alors déjà, comprendre que ça fonctionne avec des systèmes de preuves et qu'il y a 3 types de preuves. Il y a des preuves qui sont purement logiques, c'est des preuves de mathématiciens. Regardez, c'est prouvé, tac, j'ai le calcul, clac, c'est vrai. Il y a des preuves qui sont purement empiriques aussi, où du coup juste on va observer quelque chose et ça va être impossible à remettre en cause, parce que regardez, quand les mecs ils sont allés sur la Lune et qu'ils ont pris la photo de la Terre, ils ont dit bah, regardez, la Terre elle est ronde, regardez, on a pris en photo quoi. Mais à un moment, voilà quoi. Quand on met sa main dans un feu et qu'on dit bah, le feu ça brûle, bah ouais, bah, le feu ça brûle quoi. C'est impossible à remettre en cause parce qu'on a vécu quoi. Et puis il y a ce qui correspond plus à la méthode scientifique classique, c'est donc des preuves par induction et méthode hypothético-déductive, le mot un petit peu barbare pour dire qu'en fait on va faire des hypothèses et on va déduire de nos hypothèses, je vais rentrer dans le détail avec le graphique, déduire de nos hypothèses de choses et après on va comparer. Différence entre science et recherche aussi, c'est important, c'est que la recherche, elle cherche à établir des connaissances, mais c'est encore un chantier, quoi. Et puis quand tout le monde s'est mis d'accord, eh bien, ça acquiert le statut de connaissance scientifique. Donc ça, c'est une distinguo qui a été beaucoup mis en lumière par mince, comment il s'appelle déjà? Un philosophe des sciences et physicien, j'ai oublié le nom, qui est pendant la crise de Covid, puisque du coup les gens se posaient beaucoup de questions. Et du coup, lui, il a dit oui, mais... Étienne Klein. Étienne Klein, lui, il a beaucoup parlé sur la différence entre science et recherche, parce qu'en fait, pendant la crise du Covid, on était encore dans le domaine de la recherche, on n'était pas dans la science. Et les journalistes, ils voulaient de la science. Et on leur disait, ben oui, mais on ne sait pas, parce qu'on n'a pas encore fait les tests. Alors du coup, oui, il y a des trucs, il y a un mec avec une blouse à Marseille et une barbe blanche, des trucs, mais bon... c'est pas encore totalement prouvé, donc attendez un petit peu de voir, quoi. Et puis aussi, quand même, la méthode scientifique, elle diffère vachement en fonction des outils disponibles du domaine de science. Et donc, en fait, ce qu'on appelle connaissances scientifiques en physique fondamentale, en mathématiques, en biologie, en psychologie, en sociologie, en économie, en histoire, c'est quand même des choses assez différentes, quoi, assez variées, qui dépendent vachement des outils qui sont disponibles, quoi. Ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut avoir en tête, quoi. Mais donc au final, comment ça marche cette méthode? C'est un processus qui est très bien résumé dans ce super schéma. En gros, alors je vais vous le faire. Donc là, il y a tout ce qui est théorique, et là, il y a tout ce qui est
empirique. En gros, on commence par, donc, on observe des phénomènes. À partir des phénomènes, induction, théorie. Donc on observe plein de choses, on se dit, bon, bah, moi j'ai une théorie, moi je pense que ça fonctionne comme ça le monde. Ensuite, à partir de notre théorie, on génère, si ma théorie est vraie, on génère des hypothèses. Si ma théorie est vraie, alors top, hypothèse. Si mon hypothèse est vraie, alors je devrais observer ça. Donc des prédictions. Je prédis que avec ma théorie, il va se passer ça. Donc on fait des prédictions, et ensuite on fait des expériences. On a des phénomènes, on fait des expériences, on observe, et ensuite on génère des données d'observation. Et on compare les données aux prédictions. Et si les données correspondent aux prédictions, correspondent à la réalité, si les données correspondent aux prédictions, bah, c'est que peut-être que la théorie, elle est vraie. Et on revient, et si ça marche pas, bah, hop, on revient à la théorie, et on reformule, et on est toujours dans un processus comme ça, permanent, où on revient toujours à nos théories, à nos hypothèses, nos prédictions, et puis on refait des expériences. Avec ceci, c'est le peer reviewing, le reviewing par les pairs, c'est le fait que c'est très bien pour un chercheur, moi je suis chercheur donc je sais ce que c'est, de faire des expériences, de démontrer des choses. On va écrire un article scientifique en disant « Regardez ce que j'ai trouvé, je suis le meilleur, je vais sauver le monde ». Mais pour pouvoir publier son travail, il faut que d'autres personnes du domaine le contrôlent et le vérifient, disent « Ouais, ça va, tu as bien travaillé, c'est OK ». Et donc, c'est une façon déjà de contrôler le travail et d'avoir un regard extérieur. Et en général, quasiment toujours, ce qu'on appelle le reviewer, donc ce qui va contrôler le travail, il va dire « Ok, mais pour me convaincre, j'aimerais que tu fasses encore une expérience. J'aimerais que tu rajoutes là, c'est bien, mais il manque un groupe contrôle dans ton expérience. Peut-être que tu t'es trompé, peut-être que ce n'est pas totalement fiable. Donc, il va falloir un petit peu que tu me convainques encore un peu plus. » En général, quand on est reviewer, moi je suis reviewer aussi, c'est partie du travail de chercheur de reviewer les travaux des autres. On cherche toujours un ou deux trucs à demander, quoi. Histoire de dire, voilà, quoi. Non, c'est super. Par contre, tu pourrais rajouter ça parce que quand même, voilà. Une fois qu'on a fait tout ça, on a le droit à une publication. Et là, on est très content. On peut mettre ça sur son CV. Mais pour autant, est-ce que ce qu'on a démontré, c'est la vérité? Non, parce qu'on est encore dans le domaine de la recherche. Et pour que ça rentre dans le domaine de la connaissance, eh bien, il faut que tous les chercheurs du domaine s'accordent sur un fait. En gros, que tous les travaux, ils vont tous dans le même sens. Tout le monde a cherché, tout le monde a trouvé la même chose. Et quand tout le monde a trouvé la même chose, eh bien, ça rentre dans ce qu'on appelle le consensus scientifique. Et ce concept de consensus scientifique, c'est le plus haut degré de vérité qu'on puisse avoir dans notre société actuelle, en fait. Si tous les experts d'un domaine sont tous d'accord pour dire que c'est comme ça, que ça marche, c'est que quand même, ça doit quand même pas trop mal marcher différemment, ça doit être quand même plutôt ça, quoi. Et voilà, dans une société où on est vraiment perdu, on ne sait pas trop à qui faire confiance, rechercher un consensus scientifique, en général, c'est plutôt une bonne façon de faire. Justement. C'est donc que personne ne puisse le réfuter. Bah après, tout le monde peut le réfuter. Tout le monde peut dire oui, mais moi je ne suis pas d'accord. Mais oui, évidemment, puisque Kuhn l'a dit, le consensus scientifique d'aujourd'hui peut être différent du consensus scientifique de demain. Mais à l'état actuel, si tous les experts sont d'accord, c'est quand même assez convaincant. Personne ne peut prouver le contraire aussi. Oui, c'est ça, personne ne peut prouver le contraire, quoi. Après, tu as toujours un mec qui peut dire moi je suis pas d'accord, mais s'il n'a pas la légitimité pour. Si c'est juste l'avis de quelqu'un, voilà. C'est juste une opinion, quoi. Voilà. Donc au quotidien, comment on peut faire pour s'inspirer de cette méthode-là, pour œuvrer pour plus de vérité? Déjà, réfutabilité, il faut remettre en cause ses croyances. Donc on a des croyances, on croit des choses, il faut douter de ses propres croyances. Ça, c'est très important, dans un processus de remise en cause. Notamment parce que les sciences de la psychologie l'ont très bien démontré, et Perrine a parlé aussi dans sa conférence il y a un mois, on a des biais cognitifs. Et c'est-à-dire que nos cerveaux, ils fonctionnent des fois de manière incorrecte. Mais par efficacité. Le cerveau, il est là pour gérer. Il n'est pas là pour... Le cerveau humain n'a pas trop grand-chose à faire avec la vérité. Il veut juste fonctionner de façon efficace.
Et des fois, s'il faut croire des trucs qui sont complètement barrés, mais si c'est efficace, ben, ça va fonctionner comme ça, quoi. Donc, il faut se méfier de son cerveau et surtout se méfier de ses intuitions. Parce que souvent, nos intuitions, bah, ça vaut ce que ça vaut, quoi. Ensuite, le troisième point, et donc nos croyances, duquel on va douter, il faut essayer de chercher les preuves. En gros, savoir ce à quoi je crois, pourquoi j'y crois. Est-ce que j'ai des choses, des preuves, des résultats, des choses de la réalité, puisqu'on parlait de la vérité, c'est dans la réalité, qu'il y a des choses de la réalité qui sont suffisamment convaincantes, et même sans forcément chercher quelque chose de fort, de convaincant, mais savoir qu'est-ce qui fait que je crois à quelque chose. Et vraiment les questionner, quoi. Et chercher à se prouver qu'on a tort. Ça, c'est quand même une démarche qu'on fait assez rarement. Hein. Mais moi, personnellement, rien ne m'enchante plus en soirée que de rencontrer quelqu'un qui est en pur désaccord avec moi. J'adore ça, quoi. Je dis, allez, vas-y, dis-moi, on est en désaccord, j'adore, vas-y, on va discuter, essaye de me convaincre que ce que je crois, c'est pas vrai, quoi. Et donne-moi des arguments, s'il te plaît, quoi. J'adore ça. Pour essayer de douter, en fait. Parce que chercher soi-même des contre-arguments, c'est pas évident. Avec quelqu'un, c'est plus facile. Surtout quelqu'un qui est convaincu de quelque chose de différent de nous, quoi. Ça demande aussi d'être ouvert aux croyances des autres, puisque du coup, si on cherche à se contredire, à la contradire, confronter nos croyances, qu'on cherche à confronter ses croyances, il faut du coup être ouvert à des croyances différentes. D'autant plus que quand on définit la vérité, si on définit la vérité de manière en partie relativiste, que la vérité dépend d'un point de vue, ben, ça veut dire qu'il y a des gens, eh ben, ils pensent différemment, et pour autant, ben, ils ont tous les deux vrais d'une certaine façon, quoi. Il n'y a pas une vérité absolue qui est la même pour tous, quoi. Des fois, oui, mais souvent, non, quoi. Souvent, non. Donc, l'exemple des philosophes, quand même, c'est assez marquant, et en philosophie morale. Kant, en philosophie morale, lui, il a une pensée qui est essentialiste, ça. Il va penser que la morale, c'est une essence, et c'est quelque chose qui doit être jugé comme ça. Et il y a d'autres philosophes qui sont conséquentialistes, qui disent que les lois morales doivent être jugées par leurs conséquences. Par exemple, Kant dit on ne doit pas mentir parce que mentir c'est mal, parce qu'on le sait, au fond de nous, on sait que mentir c'est mal, alors que d'autres, les conséquentialistes, vont dire oui, mais non, mais mentir c'est mal parce que regardez, si on ment, il y a des conséquences néfastes derrière. Et que s'il n'y a pas de conséquences néfastes, en fait, c'est pas mal de mentir. C'est deux façons de voir le monde complètement différentes. On ne peut pas dire il y en a un qui a raison, il y en a un qui a tort, quoi. C'est juste des points de vue différents qui se défendent tous les deux, et on ne va pas chercher on peut être plus en adéquation, une personne peut être plus en adéquation avec une théorie plutôt qu'une autre, mais on ne peut pas dire il y en a une qui est vraie et une qui est fausse, quoi. C'est n'importe quoi. Et puis donc, le concept de système de pensée, c'est pour ça que je vous ai mis une petite tour, c'est pas n'importe quelle tour, c'est la tour de Babel. En fait, un système de pensée, c'est une construction de croyances qui s'empilent les unes par rapport aux autres et qui construisent une vision du monde. Et en fait, avec notre chemin personnel, du coup, on a une vision du monde qui se construit, qui est souvent différente en fonction les uns par rapport aux autres. Et donc, essayer de comprendre des systèmes de pensée, des constructions de pensée différentes des nôtres, c'est très, très enrichissant. Et souvent, on apprend beaucoup, puisque voilà, d'autant plus si on pense que la vérité est relative en partie, quoi. Dernier point, quand on cherche quand même quelque chose de solide sur lequel s'appuyer, sur une question, on a un doute, le consensus scientifique, c'est quand même un outil qui est pas trop mal pour chercher à répondre à une question, quoi. En général, qu'est-ce qu'on fait quand on a un doute ? On regarde sur Wikipédia. Et Wikipédia, c'est une forme de consensus scientifique pour certaines choses. Mais en général, c'est que quand quelqu'un dit quelque chose et que c'est pas assez solide, c'est effacé jusqu'à ce que ça fasse consensus, jusqu'à ce que tout le monde soit d'accord, et ok, là, ça reste, quoi. Bon, après, c'est encore mieux de chercher le consensus des experts d'un domaine, mais il n'y a pas toujours d'experts d'un domaine. Mais si possible, sur des questions comme la santé, les vaccins, des choses comme ça, vraiment, je vous encourage à chercher qu'est-ce que dit l'OMS, qu'est-ce que disent des experts du domaine, quoi. Bon, après, si on est comme au tout début de la présentation, qu'on doute des experts, qu'on doute de la parole scientifique, qu'on doute des médias, c'est compliqué. Mais voilà. Maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour œuvrer pour davantage de moralité ? Puisqu'il y avait un lien qui existe un petit peu entre la moralité et la post-vérité.
Eh bien, c'est déjà... en fait, je vous invite à repenser à ce qu'on disait sur le libéralisme. Le fait d'être très, très individuel, centré sur soi, eh bien, ça pousse à être pas immoral, mais amoral. Et en fait, quand on se tourne, quand on va vers les autres, eh bien, on sort de cette amoralité et on se met à penser aux autres, pour la communauté. En fait, faire de la coopération. La coopération, c'est coopérer les uns ensemble et penser... En fait, il y a une différence entre coopération et collaboration. La collaboration, cette différence-là, c'est un concept qui existe en management et tout. La collaboration, c'est le fait de travailler tous ensemble, mais pour l'intérêt de chacun. Donc chacun travaille pour sa pomme, mais on travaille quand même tous ensemble. Par exemple, dans une entreprise, si on met les employés en compétition les uns avec les autres, ça n'empêche qu'ils travaillent tous dans la même entreprise, donc ce sont des collaborateurs, mais chacun va travailler pour sa propre réussite, et dans l'ensemble, ça va très bien marcher. Dans certains systèmes, ça marche très bien. Il y a des animaux qui fonctionnent en collaboration, par exemple les singes, quand ils chassent en groupe, chacun essaye de s'en sortir le mieux possible, individuellement, et pour autant, ça fait une structure de chasse efficace. Et puis, il y a la coopération. La coopération, c'est le fait de penser à l'intérêt du groupe, plutôt qu'à son propre intérêt. Et des fois, c'est pas facile à voir quelle est la différence entre les deux. Ça saute pas aux yeux toujours. Mais il y a une façon de le voir. C'est la notion de sacrifice. Quand on se sacrifie pour le groupe, eh bien, c'est qu'on est forcément dans la coopération, parce qu'on n'est pas dans son propre intérêt, on est dans l'intérêt du groupe. Et donc, je ne vous demande pas forcément de vous sacrifier, mais tout simplement aller vers les autres et essayer de sortir et donc essayer de penser plus au bien-être commun. Donc, ça va avoir avec la morale, en fait. Après, il y a aussi le fait de sortir de la société du spectacle et des apparences pour aller vers la vérité du réel. Bon, là, on était vraiment dans ce qu'on disait un petit peu avant. Se confronter à la réalité en faisant preuve d'humilité. Donc ça c'est très connecté avec ce que je disais avant. Chercher à faire de son mieux, puisque voilà, avec humilité, du coup on essaie juste simplement de faire de son mieux à son niveau, en s'appuyant sur ce en quoi on croit, et puis chercher à faire de mieux en mieux, pour essayer de petit à petit rentrer dans un processus où on va essayer d'aider de plus en plus de monde, essayer de faire les choses de mieux en mieux. Et puis, une fois qu'on a réussi à entrer dans cette démarche-là, éventuellement, commencer à aider les autres à s'améliorer en montrant l'exemple. Pour illustrer ça, il y a une façon de voir la moralité, avec une morale en évolution. Alors, la morale, elle peut se définir de plein de façons, comme je l'ai dit. Là, je vous présente une façon de représenter la morale. C'est ce que j'appelle c'est les 7 niveaux de la morale. C'est une façon de représenter la morale comme avec des critères différents en fonction de quelque chose du plus basique au plus universel, en fait. Et ça correspond, selon une façon de voir les choses, aussi à l'évolution de la croissance de l'enfant. Donc, alors, le premier niveau, ce serait une morale de plaisir, où du coup l'enfant, donc ça c'est vraiment quand on est tout nouveau-né, où du coup, on n'a pas encore le cerveau du tout fini, et la seule chose qu'on comprend, c'est quand on a mal et quand on va bien, que le lait, c'est quand même vachement délicieux, surtout quand ça vient de maman, et qu'on ne dort pas bien la nuit parce qu'on a mal et on n'est pas bien, et on ne comprend pas trop grand-chose d'autre que ça, quoi. Et il se trouve qu'on peut encore, dans certains cas, appliquer ça pour certaines personnes, chercher tout simplement juste le plaisir et à fuir la douleur, vivre dans une vie de pur confort matérialiste, et on se satisfait de ça, et donc voilà, c'est une morale très basique. Très basique. Ensuite, il y a niveau 2, ce serait la morale de soumission. Ce serait une morale où du coup on cherche tout simplement à suivre, c'est une morale de domination en fait. C'est en fait quand l'enfant, il y a des règles, et genre s'il ne fait pas les choses, c'est le fait de se faire dresser aussi. C'est l'enfant, s'il ne fait pas ça, s'il ne range pas sa chambre, il va être puni, quoi. Et du coup, on ne fait pas les choses parce que c'est bien, parce que c'est mal, on fait les choses par soumission, parce que sinon, on va se faire punir, sinon on va se faire gronder. Et puis, on fait des choses positives, parce que sinon, si on fait ça, on va avoir des récompenses. C'est vraiment le chien qui se fait...
Ouais, la carotte et le bâton, c'est ça. C'est ça, oui, oui, quand on peut voir les lois de manière très basique de cette façon-là, comme des punitions et des récompenses, quoi. Ouais. Hein. Et d'ailleurs, on peut remarquer que effectivement, il y a pas mal de lois qui essayent de se placer dans ce cadre-là en faisant des lois incitatives, par exemple, en mode oui, si vous faites ça, vous aurez des réductions d'impôts. Donc en gros, les gens, par exemple, ils vont mettre des panneaux solaires sur leur toit parce que comme ça va leur permettre de payer moins d'impôts, par exemple. Donc on est dans ce niveau de morale-là, quoi. Le troisième niveau de morale, c'est la morale des apparences, où du coup, on va quand même chercher, on est déjà un peu tourné vers les autres, mais du coup, on va juste chercher à se conformer. Vraiment le moral de conformation, quoi. Du coup, on essaie de faire un petit peu comme tout le monde, voilà. Celle qui plaît aux yeux des autres, donc c'est une morale de gentil petit garçon qui va faire tout bien, comme il faut, mais parce qu'il faut, quoi. Juste comme ça. Après, il y aurait un niveau supérieur, ce serait une morale de loi. Donc là, on rentre vraiment dans la loi. Et là, c'est une morale un petit peu conservatrice, qui va dire, il faut faire ça parce qu'on a toujours fait comme ça. Et c'est une morale qui va chercher le statu quo, qui va chercher à ce que les choses restent comme elles sont. Et c'est une morale quand même qui est déjà plus ancrée qui est plus ouverte sur comment les choses fonctionnent, mais qui ne cherche pas à améliorer la situation, qui cherche juste à ce que les choses restent comme elles sont. C'est une morale conservatrice et c'est une morale qui dit oh là là, tout se perd, de mon temps c'était mieux avant et tout. Voilà. Niveau suivant, la morale du bien commun. Là, cette fois-ci, on va commencer à remarquer que tout va pas si bien que ça et on va essayer quand même de faire en sorte d'améliorer la société, mais mollement, quoi. On va faire un peu des manifs, on va dire ouais non on va essayer d'œuvrer pour plus plus d'égalité un peu pour les autres. On va être quand même conscient que les choses vont mal, on va être un petit peu ouvert de ça, mais on est quand même encore très influencé par la société, par le regard des autres, et on va voilà. Ouais, c'est ça, ouais, il y a un peu de bien-pensance, c'est ça, ouais. Donc c'est une morale qui commence à se connecter un petit peu à l'intérêt supérieur, mais qui est encore très influencée par les conventions sociales et par la société. Et donc la peur de déplaire aussi, tout simplement. Et puis, pour certains, on va commencer à rentrer dans quelque chose de plus éthique, qui va plus se radicaliser, qui va vraiment essayer d'œuvrer pour beaucoup plus le bien commun et commencer à être plus conscient des lois universelles qui régissent. C'est une morale beaucoup plus révoltée déjà et qui va essayer d'œuvrer en faisant le bien autour de soi, quelles que soient les lois, quelles que soient les conventions sociales. C'est la morale par exemple où du coup on va avoir quelqu'un dans le besoin, on va avoir vraiment absolument envie de l'aider, on va ressentir ça au fond de notre être que si on le fait pas, c'est pas bien. Ici, on peut placer le fameux impératif catégorique de Kant, donc Emmanuel Kant, qui a beaucoup écrit sur la morale, qui a présenté cet argument-là. L'impératif catégorique, il dit « fais les choses de telle sorte que tu voudrais que ton action devienne une loi universelle ». C'est la définition. Par exemple, je vois quelqu'un qui est dans le besoin, je vais l'aider. Parce que je voudrais que tout le monde fasse pareil. Si tout le monde faisait comme moi, le monde irait mieux. Je voudrais que mon action devienne une loi universelle. Donc ça demande à se connecter un petit peu à l'intérêt supérieur et un petit peu du coup se débarrasser aussi de l'ego, de la peur d'être rejeté, de la peur des conséquences de ses actes, pour se connecter à quelque chose de plus transcendant, plus universel. Et puis, pour terminer, le 7e niveau, là, on est dans quelque chose d'encore supérieur. Ouais, on dépasse complètement l'ego, on rentre dans les principes universels et on rentre dans l'amour inconditionnel. Il y a très peu de gens qui sont dans ce niveau de morale. Là, c'est Jésus, quoi. Là, c'est Jésus, c'est Bouddha. C'est en fait des gens qui ne sont qu'amour. Des gens, ils sont là, ils sont juste là pour faire le bien. Et c'est très important pour eux. Et ils sont complètement débarrassés de leur peur, de leur ego. Et ils sont complètement dans une vie morale, une vie juste, où la morale devient
tout pour eux. Et donc, on peut voir que dans ce chemin, dans ce parcours-là, ça demande quand même de se débarrasser, de travailler sur soi, de travailler sur notamment l'ego, de travailler sur la gestion de ses émotions. Et donc, si on veut aller vers une morale plus transcendante, plus universelle, ça demande un certain travail. Et justement, c'est là où des écoles de philosophie morale peuvent du coup agir. Et justement, c'est là où le Nouvelle Acropole, par exemple, on est dans cette lignée-là pour essayer d'aider les gens à mieux se comprendre, mieux se connaître et pour essayer d'avoir une vie plus morale.